Bien Rana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité du jour, cette malheureuse histoire de Thiago se devait pourtant être une journée de rêve au paradis. Elle s'était transformée en catastrophe. Le petit garçon mordu par un requin au lagonarium de Moorea témoigne. Il s'en sort avec 72 points de suture et 3 tendons déchirés. La famille porte plainte. Il a fait la une, lui aussi, des quotidiens de la place. Moïse VTA est un courageux éleveur de poules pondeuses en plein air à seulement 25 ans. Une belle histoire à découvrir dans ce journal. Au volet sportif, 50 coureurs sont allés à la conquête du mont Marau à vélo. C'est une première. Cédric Van est le grand vainqueur de cette première édition. Et puis la Holopuniv à Hawaii Kinui Voyage devient un championnat du monde. 13 embarcations s'aligneront sur le départ. Nous avons suivi leur dernier préparatif. Il y aura également de la course à pied avec la ATN Urban Run. Nous verrons tout cela en détail dans notre page sportive avec David Chang. Et enfin, notre rubrique au Fénois d'avant, jouer avec les mots, ouvrir les livres pour s'émerveiller et apprendre dès le plus jeune âge. Cela permet de donner le goût de la lecture aux enfants. Avec une bibliothèque, c'est encore mieux. L'école N'Uta Farate a inauguré la sienne en mai 1989. Ce témoignage d'abord, celui du petit garçon mordu par un requin au lagonarium de Moorea, c'était le 14 novembre lors d'une séance de feeding. Thiago a été sérieusement blessé. Sa famille porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Ces touristes racontent aujourd'hui l'accident qui n'aurait jamais dû se produire si la législation avait été respectée. Attention, certaines images peuvent choquer. Florence Okeli, Hubert Liao. De leurs vacances, certains reviennent avec de banales fractures. Mais pour Thiago, sous cette attelle, c'est une morsure de requin et pas des moindres. Mais je me rappelle pas trop de la douleur. Je me rappelle juste de la morsure. Le 14 novembre, cette famille du sud de la France s'arrête au lagunarium de Moorea. Le petit garçon de 9 ans participe avec sa famille à une sortie dans le lagon. Pour attirer la faune sous-marine, l'accompagnateur sort du pain et de petits poissons, des sardines comme dit Thiago. Une dizaine de requins pointe noire s'agitent alors autour du groupe. Une sardine m'a touché la poitrine. Je l'ai mis un peu plus loin, sauf qu'elle est revenue avec le courant sur mon bras. Et le requin l'a vu, mais il allait vers mon visage, la gueule grande ouverte. Du coup, j'ai mis mon bras comme ça et il m'a pris le bras. Bilan de l'attaque, 3 tendons arrachés dont un perdu irrémédiablement, 72 points de suture et 4 jours d'hospitalisation. Thiago a beaucoup de chance, il va conserver l'usage de sa main. Ça a été dur, il a été d'un sang-froid exemplaire que même un adulte, je pense, ne serait peut-être pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça lui est arrivé, il est sorti, il a jeté son masque, il a dit « il m'a mordu, il faut me sortir ». Ça aurait pu être très grave. Et dans son malheur, c'est le minimum qui puisse lui arriver. Donc on est soulagé. Voilà. Mais c'est dur à encaisser, c'est très dur. Voilà, c'est tombé sur nous. Voilà. Donc autant que ça n'arrive plus. Et s'il y a des lois, il faut les appliquer. Au lendemain de l'accident, le lagunarium tentait de minimiser sa gravité. Mais là, c'est juste comme la fait ça dans la mer, ça s'est coupé. Bon, c'est coupé. Voilà. Une réaction que les parents de Thiago n'acceptent pas. La famille Ortiz espère faire changer les mentalités et voir appliquer enfin l'interdiction du shark feeding. Ils ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Une interdiction mise en place depuis 2017. 7 deux-roues motorisés ont été saisis par la gendarmerie de Faa lors d'un contrôle réalisé dans l'objectif de lutter contre les rodéos. Cette nuit, une vingtaine de gendarmes a été mobilisée sur la commune. Ils ont intercepté un groupe de jeunes gens qui s'apprêtaient à effectuer une course d'engins modifiée de surcroît. Selon les forces de l'ordre, le phénomène n'est pas en recrudescence, mais il y aurait une persistance de la part des conducteurs qui s'adonnent à ces runs totalement interdits. Le lieutenant-colonel Benoît Tapona, commandant en second de la gendarmerie en Polynésie, répond à Hubert Liao.
Nous avions ce dispositif qui était mis en place hier soir et qui a permis d'intercepter un groupe de jeunes juste avant qu'ils ne se livrent à ce type de rodéo et donc de dresser une vingtaine de procédures et de confisquer cette motocyclette que vous voyez derrière moi. Il s'agit exclusivement de cyclomoteurs qui ont été illégalement modifiés et qui ont fait l'objet d'une immobilisation et qui devront donc être mis en état à leurs frais par les contrevenants et le matériel illégalement monté dessus sera systématiquement saisi et détruit. Et pour rappel, ce délit est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et de plus de 8 millions de francs d'amende selon le Code de la route. Parlons à présent d'une belle histoire, celle de Moïse VTA, devenu depuis 1 an et demi éleveur de poules pondeuses en plein air. Il a démarré son activité avec 100 gallinacés. Aujourd'hui, ils se sont multipliés par 5. Ils fournissent des œufs de qualité et font le succès du jeune homme de 25 ans qui rêve de développer sa petite entreprise. Rencontre signée Nicolas Suire et Mirko Vanfou. Le secret de la réussite de l'éleveur, c'est d'aimer ses animaux. En tout cas, c'est la devise de Moïse, éleveur de poules pondeuses. Il leur montre de l'affection par des caresses. Au début, j'étais moins affectif avec mes poules, du coup, ils ne pendaient pas assez. Et maintenant, depuis que j'ai pris plus attention à elles, elles pendent mieux. C'est-à-dire, elles ont doublé la production J'ai réussi à faire 100% de pente. 350 œufs par jour, une belle récolte effectuée par sa compagne depuis 6 mois. Elle aussi applique la méthode zéro stress. Pas stresser les poules, les laisser faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent aller à l'extérieur en plein air ou s'ils veulent venir à l'intérieur pour pondre ou pour venir boire de l'eau ou pour manger. L'élevage de Moïse s'étend sur une deuxième parcelle de terrain. Là-bas, les poules ont été moins câlinées. Elles se battent plus souvent, perdent leurs plumes et produisent moins d'œufs. Cette parcelle appartient à sa grand-mère. Sans loyer à payer, Moïse peut rapidement penser à développer son activité. C'était le but en fait, c'était de commencer et d'essayer d'avoir un capital et de pouvoir satisfaire les poules avec une bonne clôture, une bonne maison et assez d'aliments et pour la suite pouvoir moi-même avoir un salaire et pouvoir embaucher des jeunes de Toptira, de la presqu'île. Ces produits sont de qualité et s'arrachent à tel point que Moïse ne peut fournir tous ses clients. Il cherche à obtenir la certification bio. Et avec l'argent mis de côté, il souhaite passer son permis de conduire et acheter une voiture pour sécuriser ses livraisons toujours plus importantes. À Toptira, Moïse a trouvé sa terre promise. Pour lui, le bonheur est dans le pré. Moïse VTA reste pour l'heure le seul éleveur de poules pondeuses en plein air à la tête d'une société à Tahiti. Un mot de politique avec le 102e congrès des maires. Il s'est achevé le 21 novembre dernier. Les collectivités ultramarines en ont profité pour faire part de leurs problématiques communes avec celles de la métropole. Emploi, logement, environnement, infrastructure, coût de la vie. La journée dédiée aux Outre-mer comptait, elle, 2 temps forts. Un débat sur les enjeux et perspectives pour l'Outre-mer et un forum sur les dotations et la fiscalité Outre-mer. Un bilan positif pour le Tavana de Toumaraï, président du SPCPF, Cyril Tétouanoui. Il répond à Ismaël Tahiata. Pour la Polynésie, on a parlé des finances, la participation de l'État sur le contrat de projet. On a parlé un peu du toilettage du Code général des collectivités. Donc il faut réformer ce code-là. On a parlé un peu de la fonction publique communale. On attend toujours les ordonnances par rapport aux négociations avec les partenaires sociaux. Donc ce sont les points qu'on a évoqués lors de nos rendez-vous institutionnels à Paris. Et sans transition, nous passons à l'actualité sportive de ce dimanche avec David Chang. Et nous prenons la direction de la Pointe Vénus. La 10e édition de la course internationale Holopuniv à Hawaii-Kinui Voyage devient un championnat du monde. Et pour l'occasion, des candidats venus de plusieurs pays du Pacifique sont en lice. 13 embarcations seront au départ demain matin depuis la Pointe Vénus, vous l'avez dit. Thierry Stomfler et Patrick Ting pour le reportage. Dans la langue de Hawaï, Holopuni veut dire naviguer vers n'importe quelle destination. Et c'est peu dire que ces pirogues à voile en résine, mais qui pèsent lourd, ont besoin d'un bon vent pour avancer. Faute de quoi, les rameurs sont obligés de fournir d'énormes efforts.
C'est une pirogue qui pèse quand même 250 kg avec 2 rameurs. Le pépélo, s'il y a un peu de vent, il ne peut pas trop ramer parce qu'il faut barrer. Il y a la force de la voile. Donc oui, effectivement, on aime bien du 15 à 20 nœuds, mais si un peu moins, la direction du vent joue beaucoup aussi. S'il n'y a pas du tout de vent, je ne vais pas vous mentir, on ne fera pas une course avec pétole, quoi. C'est juste pas possible. Enfin, selon les distances. La Morea Huahine, par exemple, qui est à presque 170 km, voilà, on ne veut pas les tuer non plus. Ce dimanche, les équipages ont testé les procédures de départ et jaugé leur embarcation pour les équipages qui viennent d'Australie, de Californie ou d'Hawaï. Ils utiliseront des pirogues fabriquées en Polynésie, mais leurs ambitions de remporter ce premier championnat du monde sont réelles. J'ai surveillé les prévisions météo depuis quelques jours. On est prêt à faire des efforts, à ramer longtemps, mais on prie vraiment pour avoir l'aide du vent. Pour les locaux, le parcours vers Moorea, Huahine, puis les autres îles sous le vent est déjà familier. Teiva y retourne pour la 3e fois. Il a connu des bonnes conditions comme des mauvaises et a l'impression de renouer avec les racines des anciens navigateurs polynésiens. Parce que c'est l'aventure et puis c'est surtout se reconnecter entre les îles. C'est une cohésion entre les îles, donc se reconnecter, navigation, en pirogue à voile. Encore mieux si on navigue sans les instruments, parce que nous on va le faire là, cette année sans instruments, sans compas, sans GPS. Donc voilà, c'est un challenge aussi de renouer avec les techniques ancestrales. Départ demain matin de la Pointe Vénus, sans doute vers 9 h, mais ce seront les conditions de vent qui décideront du moment exact où sera donné le coup d'envoi de la course. Cette information qui nous vient de Hawaï, justement, Michel Bourez s'est incliné aujourd'hui en demi-finale du Hawaiian Pro sur le spot de Halewa. Il surfait contre Kelly Slater, le Sud-Africain Matthew McGillivray et le Portugais Frederico Moraes. C'est d'ailleurs lui qui remporte la compétition. Et à Taravao, les pilotes de motocross ont pris possession du terrain pour la 8e et dernière journée du championnat de Polynésie. En MX1, la catégorie reine, Manukau Autei l'emporte. Il faut savoir qu'il menait de beaucoup ses concurrents depuis la 7e journée. En Open, Cédric Cabrera est champion lui aussi. Il était également loin devant depuis la 7e étape. On écoute Boris Jamet, le président de la Fédération de motocyclisme, au micro de Nicolas Suire et Mirko Vanfo. Il déplore les difficultés auxquelles sont confrontés les pratiquants de moto. Tu sais, ici chez nous en Polynésie, tout le monde travaille. Maintenant, déjà, ils se prient pour avoir des congés au niveau des journées de compète. Maintenant, s'il faut aller en France, ça va être dur. Et il faut de la poche, quoi. C'est au sein de la Fédé, on n'a pas vraiment les moyens. Tu vois. Donc c'est pour le fun. Un petit peu pour le fun et un petit peu pour cadrer nos jeunes au lieu d'aller faire le fou sur la route. J'attends toujours des nouvelles du gouvernement pour l'autorisation pour les courses de run sur piste, sur route. On enfile nos baskets maintenant. La ATN Urban Run s'est tenue hier en fin de journée sur le front de mer. Une course chaque année très populaire avec près de 630 participants. Hier, la distance était courte, 4,5 km. Et pour une fois, ce n'est pas un local qui est arrivé premier. Hubert Yao. Patrick Tamboué remporte cette 6e édition. Au départ, pourtant, c'est Cédric Van qui mène les débats. Il a remporté plusieurs éditions. La ATN Urban Run, habituellement, c'est son terrain de jeu. J'ai été vraiment absent toute l'année, sur toutes les compétitions, pour des raisons personnelles, professionnelles. Et donc là, c'était vraiment un début pour moi. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, c'est sûr que j'ai fait un minimum d'entraînement, mais honnêtement, je ne savais pas ce dont j'étais capable, le podium ou pas. Mais cette fois, Patrick, infatigable, réduit tous ses espoirs à néant. Il réalise un temps de 11 minutes et 58 secondes. Et en plus, le sociétaire du RIMAP n'est pas à l'aise que sur les distances courtes. C'est pas ma première course dans la région. Je suis double vainqueur du marathon de Moorea et recordman. Je suis arrivé sûr avec les ambitions de gagner. Surtout quand on porte un maillot comme ça. Le RIMAP, les meilleurs des meilleurs. Il fallait gagner. Et le RIMAP n'a pas fait dans la dentelle. Ses coureurs s'emparent également de la 2e place. À 500-600 mètres de l'arrivée, j'ai remis une accélération parce que je ne connaissais pas trop le profil des autres coureurs, à part de Patrick qui pouvait très bien finir. Et limite, c'était de finir tous les deux devant. Bon, avec la vitesse qu'il avait, donc je suis content. Je suis content de la course, c'était une belle course.
Chez les minimes et cadettes, Hanivei Papara et Océane Leroy s'imposent. Elles sont également 4e et 3e au scratch féminin. Quand même assez loin, mais après on a géré notre course et on a couru, on a tout donné. On s'entraîne beaucoup, c'est pour ça en fait, on s'entraîne beaucoup et c'est pour les compétitions. La TN Urban Run est l'une des courses les plus populaires de la saison. Il y a 2 ans, elle avait réuni plus de 1000 participants. Et nous allons plonger cette fois dans les eaux de Raiatea pour la 8e édition du Ta'a Raiatea Channel Race. Il y avait 5 km à parcourir. Et il y avait un peu moins de participants que l'an passé, 62 contre 80. Elise Kumuranga remporte cette édition dans des conditions difficiles. La nouveauté cette année, c'était le changement de parcours, un parcours moins axé sur la partie bleue du lagon. Écoutez les réactions de Laetitia Lison, organisatrice, et Sylvain Roux, cadre technique de la Fédération de natation. Ils nous expliquent les raisons de ce changement de parcours. Un nouveau parcours parce qu'en victime de notre succès, nous n'avions plus de place à la Marina Apoeti pour tout ce qui est organisation. Donc c'est pour ça que cette année, on a décidé d'un parcours avec une arrivée sur la ville de Touroy. Ouais, c'est bien de changer, il est un peu plus sympa que les autres parcours puisqu'il passe un peu plus dans les bancs de sable. Donc non, très sympa. Par contre, les conditions étaient plus compliquées que les 2 premières années. Là. On passe au rugby maintenant. Les demi-finales du championnat de Polynésie, c'était hier soir et c'est un score écrasant en faveur de Pirée. Un véritable massacre. Le club était opposé à Punaouia. Score final 38-3. 4 essais, 3 transformations et 4 pénalités contre seulement une pénalité pour les Oranges. La finale aura lieu samedi 30 novembre. Le RC Pirée affrontera Rugby Aroué. Et après le rugby, la boxe, une rencontre très attendue du public, celle organisée par le club Amin Boxing Club. Des soirées internationales où se rencontreront 4 boxeurs du club d'Uzès, 3 amateurs et un professionnel. Les 3 boxeurs amateurs sont arrivés hier soir. Ils ont été accueillis par le Amin Boxing Club. Ce club de la ville d'Uzès se définit comme familial avec beaucoup de valeurs. C'est le plus gros club d'Occitanie avec plus de 200 adhérents. On écoute Bilène Bouaoun, chargée de communication du club d'Uzès, au micro d'Ismaël Tahiata. L'objectif, c'est toujours le même que des victoires. À savoir que cette année, ce n'est pas Alban Galonier, c'est Hicham Osman qui est là, qui représente le boxing club dans la catégorie professionnelle, des moyens. Il sera opposé à un boxeur local de chez vous, Jesse, apparemment un très bon boxeur aussi. Et ensuite, on aura 3 amateurs, donc Brandon Carrascosa, Yanis Halal et Ayoub Abis, qui sont des très bons boxeurs dans notre région. Et le boxeur professionnel Hicham Osman arrivera quant à lui demain soir. Il sera opposé à Jess Peretei. Et enfin, pour terminer, on prend de la hauteur FAA avec la montée du Mont Marot. C'était la toute première édition sur ce sentier. Il y avait 50 participants en VTT. Cédric Van l'emporte et Mathieu Dylan en VAE. Les précisions de Aritaya Taupua. L'association Tamari Punarou a organisé leur première édition de course VTT et VAE à FAA au Mont Marot. Les compétiteurs ont répondu présents en cette fin d'année pour rester en pleine forme. Voilà, nous organisons pour la première fois une course de VTT de l'année et surtout pour la première montée de Mont Marot qui culmine à 1400 mètres d'altitude avec une distance de 12 km et demi. Nous avons eu 50 participants, 30 en VTT et 20 en VAE vélo à assistance électrique. Et nous espérons que tous les coureurs seront satisfaits et que surtout tout se déroule du mieux possible avec le soleil présent aujourd'hui. Le top départ fut donné au niveau du cimetière de Saint-Hilaire. Les compétiteurs se sont donnés à fond dans cette montée. Pour les VTT, ce fut Cédric Van qui a mené la course, suivi de Endeler Kahiri. À quelques minutes du départ des VTT, ce fut le départ des VAE et ce fut une montée très rapide. C'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas du tout de plat en fait. Le départ est dans une montée et on ne fait que monter sur 12 km. À la course en elle-même, dès le départ, j'ai essayé de partir fort avec Kahiri. J'ai fait la cassure avant d'entamer en fait avant d'arriver au dépotoir. J'ai eu un pépin mécanique, je suis tombé en fait, je me suis mis en danseuse, je suis tombé sur le côté droit. Ça a tordu mon dérailleur et j'ai dû m'arrêter 5 fois pour remettre la chaîne. À part ça,
Ça s'est bien passé, j'ai géré comme il fallait. Voilà, très bonne course, très bon départ avec Eric, un partenaire dans mon club. Il a bien lancé au départ, très belle attaque. Après, il y a Brian Beaufils qui est revenu à la charge et il m'a mené jusqu'en haut. À mi-chemin, j'ai réussi à le doubler. Et très bonne course, on s'est bien amusé, parfaite ambiance. À refaire, moi je dis, à refaire. C'est tout pour le sport ce week-end. La semaine prochaine, il y aura du sport automobile et aussi du Xterra. Merci David, on se retrouve samedi. Un mot d'histoire. Ce week-end se tenaient 2 conférences à la maison James Norman Hall, animées par une équipe du British Museum. Elles présentaient des travaux de restauration réalisés sur le costume du deuil. Il en existe moins d'une dizaine dans le monde, dont celui détenu par le musée britannique. Il a fallu 2 ans aux chercheurs pour le restaurer, nous dit Julian Adams, responsable des collections océaniennes au British Museum, au micro de Hiro Terorotua. Pendant 2 ans, nous avons fait des recherches et restauré ce costume traditionnel de deuil de Tahiti, qui est l'un des objets les plus célèbres et spectaculaires de la collection. Et nous sommes venus ici pour parler aux gens de Tahiti, connecter avec la population et partager notre savoir, mais aussi apprendre d'eux. Et enfin, notre rubrique dominicale pour goûter au plaisir de la lecture. La bibliothèque n'a pas son pareil. En mai 1989, l'école de N'Uta Faratea Tevayuta l'avait bien compris, raison pour laquelle elle construit la sienne, véritable lieu de vie, de rencontre et d'animation pour les tout-petits. Le reportage de Caroline Jouré. Amener les élèves à fréquenter la bibliothèque de leur école, faire en sorte que pour eux les livres deviennent comme des amis, c'était le but de la manœuvre pour les instituteurs de l'école N'Uta Faratea. Il fallait délivrer les mots de leur immobilité, faire vivre la lecture et concrétiser l'écrit par l'action. Ainsi, les enfants ont été consultés pour sélectionner plusieurs activités qui allaient leur être proposées en atelier. Nous avons donné dans chaque atelier des fiches et les enfants donc avaient à lire cette fiche, à l'interpréter, à la comprendre, et ensuite à réaliser l'activité qui leur était demandée. Lire pour, c'était donc le thème de cette journée. Lire pour se servir d'un ordinateur qui cache une astuce, celle de faire lire de plus en plus vite pour accéder à la page suivante et poursuivre le jeu. Lire pour décrypter un mode d'emploi et apprendre à reproduire un maquillage par exemple. Mais lire, c'est aussi pour rêver. Arrête, s'écria le roi. Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. Et quoi ? Demanda le monstre. Des enfants bien tendres, dit le roi. Ah, dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. L'expérience a séduit tout le monde, mais l'émulation créée par l'expérience servira-t-elle d'exemple aux autres établissements ? Ce n'est pas seulement la dotation en argent qui va créer cela, c'est un réel effort, une transformation pédagogique et une transformation de la conception du lire. Et ça, je crois que c'est un projet qui concerne non seulement les enseignants, mais qui concerne tout le monde et les diverses communes. Et le jour où en Polynésie, on aura beaucoup de bibliothèques, y compris des bibliothèques publiques, je crois qu'on aura changé énormément de choses quant à la culture profonde du pays. La bibliothèque de l'école N'Uta Faratea est devenue un outil pédagogique pleinement exploité par les instituteurs et leurs élèves, un lieu de vie où l'on trouve forcément tout ce que l'on cherche, peut-être un paradis. Et ce n'est pas gagné pour les bibliothèques publiques. Ce sont les informations préparées ce soir par notre rédaction. Celle que nous retiendrons pour ce dimanche est la malheureuse histoire de Thiago, qui gardera de mauvais souvenirs de ses vacances à Moorea. Celui qui a été mordu par un requin pointe-noire le 14 novembre s'en sort avec 72 points de suture et 3 tendons déchirés. La famille porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. En radio, demain, il sera question de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes dans votre émission L'invité café avec comme invité Hinarere Vairarwa, la responsable du centre Tauriav Heineurama. À 17h, cette fois, votre émission Hanavebo aura pour thème la généalogie de la communauté chinoise. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00.
Et l'actualité de la semaine est marquée par la venue du président du Seven, Alain Krisnach. Il est attendu demain à Papeete. Il participera à une réunion du comité de suivi des conséquences des essais nucléaires mardi. Il sera également l'invité de notre journal télé vendredi soir. Un événement culturel aussi est à noter dans vos agendas. La 15e édition du Hura Tapairu s'ouvre mercredi et enfin, samedi se tient la première édition du Terré du bien-être organisé par Tahiti Tourisme. Les titres de vos quotidiens demain, les vestiges de la remerie de Atimaono pour Tahiti Info. C'était un plaisir de vous accompagner ce week-end. Retrouvez vos prochaines informations demain matin dès 5h en radio, présentées par Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natua. Demain soir, Chiquita Teiva Darouzès et Théo Fatoupoua Ave prennent les commandes de vos journaux. À suivre sur votre antenne, 2 épisodes de la série américaine The Players, puis un magazine à 21h, Cache Investigation, qui s'intéresse au business du cannabis. Portez-vous bien et très belle semaine. On se quitte sur ce spectacle TAA dansé par Nono Sina hier soir à Tuata. Notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.